Bienvenue la Vitifamily, je suis Carla, Community Manager. Nous sommes si heureux de pouvoir vous parler de vive voix, de sujets qui nous tiennent à cœur. L'objectif étant de répondre à différentes problématiques dans le domaine viticole en invitant sur notre enregistrement des experts dans le domaine. Aujourd'hui, c'est l'agroforesterie qui est à l'honneur de ce podcast. Une approche durable aux multiples facettes dans la viticulture. Pour en parler, je ne suis pas venue seule. En effet, nous avons rendez-vous avec Robin Jody, responsable technique qui élabore un superbe Bordeaux supérieur au château Mirefleurs, situé dans la commune d'Ivrac, pas très loin de Bordeaux. Bonjour Robin, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêt à nous dévoiler vos secrets viticoles. Bonjour, écoutez, je vais très bien, je suis ravi d'être ici présent avec vous et c'est avec plaisir qu'on va discuter de ce sujet. Le plaisir est partagé. Le château Mirefleurs est réputé pour ses 40 hectares de vignes qui accueillent des cépages tels que le Merlot et le Cabernet Sauvignon. Ces vins offrent un bouquet de fruits noirs mûrs accompagnés de notes boisées, de fruits rouges et de fleurs. Un pur délice pour les papilles si je peux me permettre. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le château Mirefleurs ? Oui, bien sûr. Alors le château Mirefleurs, c'est, comme vous l'avez expliqué, c'est 40 hectares de vignes aux portes de Bordeaux. C'est deux terroirs très différents sur la propriété. On a 25 hectares autour de la propriété qui sont sur des sols limono-argileux. Et on a un autre îlot de 15 hectares de graves sur du calcaire. Et ça, c'est des terroirs très intéressants sur le Cabernet Sauvignon. Sur la première entité, on a plus du Merlot. Et sur la deuxième entité, on a plus du Cabernet Sauvignon. Et c'est l'assemblage de ces deux terroirs et de ces deux cépages qui font le vin de Mirefleurs ce qu'il est aujourd'hui. Eh bien, merci pour cette présentation, ça donne envie. Nous vous remercions de venir partager votre expérience ici avec nous. Pour expliquer à nos auditeurs, si nous sommes ici, c'est parce que vous appliquez les principes de l'agroforesterie en viticulture, qu'on appelle aussi vitiforesterie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce concept et comment cela contribue aux avancées environnementales dans l'industrie viticole ? Oui, au château Mirefleurs, on a commencé à travailler en agroforesterie. C'est un domaine sur lequel on veut être assez en avance sur toutes les questions agroécologiques et on veut produire de manière durable. Donc l'idée qui est née sur la propriété, c'était de se lancer en agroforesterie. L'agroforesterie, c'est le fait de replanter des arbres au sein des parcelles pour recréer de la diversité, arrêter d'une certaine manière la monoculture de la vigne, pour remettre de la biodiversité et refaire fonctionner tout un écosystème autour de notre activité principale qui est la production viticole. Merci beaucoup Robin, c'est beaucoup plus clair. Pour prendre en compte l'exemple de Mirefleurs, quels sont les enjeux liés au bassin sud-ouest et quels sont vos engagements ? Alors, le château Mirefleurs, c'est une propriété qui appartient conjointement à un groupe chinois Shengyu et un groupe français qui est Advini, dont la filiale bordelaise est Antoine Mouex. Et les engagements d'Antoine Mouex se veulent être un acteur majeur de la transition environnementale sur Bordeaux. Aujourd'hui et surtout à Bordeaux, on a besoin de produire de manière plus durable. Et l'idée, c'est de minimiser notre impact sur l'environnement. Donc sur Mirefleurs, on a choisi cette expérimentation autour de l'agroforesterie pour voir si ça peut être pour nous une voie de produire de manière plus durable de produire et de fabriquer un vin qui soit plus durable. Et votre parcours nous montre bien d'ailleurs que la culture peut être durable et que cela est une source d'inspiration pour l'avenir. J'ai entendu dire que 2019 était une date clé pour vous. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les actions spécifiques que vous avez entreprises depuis 2019 pour améliorer les pratiques environnementales ? Alors, en effet, 2019, pour nous, c'est une année clé, car c'est là où Shengyu et Advini ont créé leur partenariat autour du projet Mirefleurs. Et donc, dès cette année-là, on a voulu impulser les actions que menait déjà Antoine Mouex sur le château Mirefleurs. Donc, dès cette année-là, on s'est fait certifier en HVE3 et on a entrepris l'arrêt des herbicides sur la propriété. Mais bien sûr, c'était juste un point d'entrée, une étape à franchir. Et aujourd'hui, on a décidé de se lancer dans l'agroforesterie pour avoir un vrai levier et des vraies actions concrètes pour améliorer nos pratiques et minimiser notre impact sur l'environnement. Alors justement, vous venez de nous évoquer la certification HVE.
Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette certification? Oui, alors HVE3, ça veut dire haute valeur environnementale de niveau 3. Donc c'est une certification qui a été commandée et mise en place par l'État, qui se veut une certification qui prouve que les entreprises commencent à produire de manière durable et de manière la plus saine possible. On doit, au cours de cette certification, on doit justifier de nos fertilisations, on doit justifier des traitements que l'on utilise, que l'on n'impacte pas via nos traitements trop l'environnement de la vigne. On doit aussi avoir tout un travail autour de la pollution pour ne pas polluer nos sols, de prendre soin de nos salariés. C'est une certification assez globale qui certifie aux consommateurs que, d'un point de vue environnemental, la propriété ou le château a mis des actions en place pour minimiser son impact. Bah écoutez, merci beaucoup Robin pour cette clarification. Quels ont été les aménagements nécessaires pour passer à l'agroforesterie chez Mirefleur? Le plus important pour nous, pour éviter de nuire à la vie des sols, c'était d'arrêter les herbicides. Sauf que aujourd'hui, en viticulture, quand on utilise des herbicides pour entretenir ce qu'on appelle le cavaillon, donc qui est la zone autour du cep de vigne, on n'a pas envie d'avoir d'herbe qui soit présente, parce que cette herbe-là va rentrer en concurrence, elle va créer un microclimat qui va favoriser le développement des maladies. Donc on doit ne pas avoir d'herbe autour de ce pied de vigne. Donc il y a plusieurs solutions. La première solution, qui est la plus simple et qui est la voie chimique, c'est l'utilisation des herbicides. C'est aussi la plus économique. Et elle demande que 2 passages par an. Mais le problème, c'est qu'on détruit la vie des sols en utilisant ces produits. On n'a pas un bon recul sur ce que deviennent ces produits ensuite dans le sol. Donc pour nous, c'est vraiment important d'arrêter d'utiliser ces produits et de repasser à un travail mécanique. Donc c'est-à-dire qu'on utilise des outils mécaniques qui viennent travailler le sol en surface et qui viennent détruire les herbes qui poussent autour du pied. Sauf que ça, on doit faire 4 à 5 passages par an sur Bordeaux en fonction de l'année. Donc on passe d'un système où on passait de 2 passages à 4 à 5 passages. Donc ça demande du matériel et aussi de la main-d'œuvre supplémentaire. Donc on a dû recruter des personnes pour améliorer nos pratiques. Merci Robin, effectivement, des aménagements sont nécessaires, cependant cela reste pour une culture durable et en plus cela est créateur d'emplois, donc que demander de mieux finalement? Pour continuer sur cette lancée, quels ont été les défis que vous avez dû relever pour votre passage à l'agroforesterie chez Mirefleur? Alors les défis qu'on a dû relever pour l'agroforesterie, c'est de créer un projet où on pouvait continuer à avoir un système de viticulteurs qui soit mécanisé et qui ne demande pas un travail supplémentaire par rapport au travail qu'on avait actuellement. C'est-à-dire que on a planté des arbres entre les rangs de vignes et pas dans les rangs de vignes. Mais ces arbres qui devaient être plantés entre les rangs de vignes, ils ne doivent pas rentrer en concurrence directe avec les vignes. Il ne faut pas que la nourriture et le pool de nourriture qui soit disponible dans le sol aille tout pour les arbres et pas pour la vigne. Donc c'est de trouver un bon équilibre entre alimenter les arbres en azote et alimenter la vigne en azote. Et comme vous venez de l'évoquer, c'est bien là où on se rend compte de l'importance du savoir-faire du vigneron dans ce travail méticuleux. Alors maintenant, nous allons un peu plus nous focus sur cette parcelle expérimentale pour comprendre comment elle fonctionne. Donc, premièrement, pouvez-vous nous dire, Robin, quel est ou quels sont les objectifs de cette parcelle? Alors, cette parcelle expérimentale de vigne en agroforesterie, on l'a construite et on l'a pensée pour garder la mécanisation. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas inséré les arbres sur les rangs de vigne, mais on les a insérés entre 2 rangs de vigne. C'est-à-dire qu'on a planté 2 rangs de vigne, on a laissé 3 mètres, puis on a fait une rangée d'arbres, et ensuite on a relaissé 3 mètres, puis 2 rangs de vigne. Normalement, dans un système fonctionnel d'agroforesterie, on dit qu'il faut entre 50 et 100 arbres à l'hectare. Nous, on a voulu pousser le trait et on a plus de 250 arbres à l'hectare. Mais l'idée, c'était de tirer vraiment le trait sur cette expérimentation, voir jusqu'où on pouvait aller, notamment avec les concurrences, et ensuite peut-être qu'à l'échelle totale de la propriété, si on est satisfait de cette expérimentation, on installera peut-être tous les 30 rangs de vignes une rangée d'arbres. Sur ces rangées d'arbres, on a fait 2 types de haies différentes. On a fait une haie arbustive. Cette haie arbustive,
elle possède une dizaine d'espèces différentes d'arbres locaux sur Bordeaux. Elle aura pour but d'abriter de la faune et de produire du bois. Et on verra pourquoi c'est important pour nous aussi de produire du bois, en plus de produire des raisins pour faire du vin. Et aussi, on a une haie fruitière, et cette haie fruitière, elle va produire des fruits. Les fruits, ils seront présents pour les animaux plus gros qui peuvent avoir un intérêt pour la vigne. Ils vont avoir un intérêt pour nous aussi, pour tous les salariés, et c'est sympa d'avoir aussi des fruits pour les salariés. Et ça peut être sympa aussi pour les clients, quand on accueille des clients et qu'on fait des repas au château. Au lieu d'aller sourcer des fruits à l'extérieur, on pourra cuisiner avec les propres fruits qu'on produit sur la propriété. C'est bien ça qui est magique dans cette expérimentation, c'est que tout le monde en tire des bénéfices. Donc comme vous l'avez dit, l'objectif c'était vraiment de pousser cette expérimentation au maximum pour pouvoir analyser les conséquences. Alors justement, quelles sont les conséquences sur l'environnement, sur la biodiversité, pour aller un peu plus en détail? Du coup, on a créé cette parcelle pour avoir plusieurs objectifs au niveau de cette parcelle. En effet, cette parcelle, on a travaillé sur plusieurs thèmes. Le premier thème, c'était de se dire qu'aujourd'hui, à Bordeaux, on a des océans de vignes où il n'y a plus que de la vigne et il n'y a plus aucun arbre qui a poussé. Ça a créé en gros une désertification de la biodiversité. Et on se disait, en remettant et réimplantant des arbres dans la parcelle, on va recréer une diversité et un écosystème fonctionnel autour de l'arbre et autour de la haie qui va se créer à proximité de la vigne. En effet, quand on a une haie qui est présente avec plusieurs strates différentes, on aura des arbres qui vont faire 1 mètre, d'autres arbres qui vont faire 3 à 4 mètres. Ça va créer des zones d'habitat pour la faune et la flore. Ça va aussi rapporter, donc au niveau de la faune, il y aura toute la faune des insectes, mais il y a aussi toute la faune type chauve-souris qui sont très intéressants pour les vignes. Ça, c'était la première partie de gestion aérienne, on va dire, de la parcelle. Il y a toute une partie plus souterraine qui se passe avec le monde racinaire, où avec les arbres, on va recréer un écosystème fonctionnel et une vie des sols beaucoup plus complexe que s'il y avait uniquement une parcelle de vigne. Et aujourd'hui, un sol, et comment fonctionne un sol, c'est grâce à la vie du sol qu'il y a en elle. C'est-à-dire qu'il y a dans un sol, il y a beaucoup de bactéries, il y a des champignons, et tout ce monde-là s'interconnecte avec les racines. Et grâce à toutes ces connexions, on peut recréer un réseau et refavoriser une vie, une alimentation de la vigne, et du coup, tout ce monde-là fait que la vigne pousse mieux. Alors c'est là où j'en viens à une question de productivité parce que c'est vrai que vous avez intégré plus d'arbres qu'il ne se fait normalement. Est-ce que ça va pas avoir un impact sur cette productivité puisque cet emplacement-là où vous plantez des arbres, etc., il ne va pas être utilisé pour la vigne en elle-même? Aujourd'hui, si on se dit qu'on fait cette expérimentation à grande échelle sur toute la propriété, on va perdre, c'est sûr, quelques rangs de vignes. Mais aujourd'hui, le bénéfice que l'on aura à perdre ces quelques rangs de vignes par rapport à la vie des sols, à l'entretien des sols que l'on aura, à tout cet aspect complexe de recréer un écosystème fonctionnel, ça sera beaucoup plus bénéfique que les quelques parcelles, que les quelques rangs de vignes que l'on aura perdus et donc que les quelques bouteilles que l'on va perdre. Et aujourd'hui, on accepte, et je pense que dans un futur proche, on va accepter de perdre un peu de production pour sauver nos sols et produire de manière plus durable. Effectivement, Robin, comme vous avez pu nous le dire, c'est un gain à plein d'autres niveaux et c'est pourquoi je vous demande, est-ce que le goût du vin va être changé? Alors, ça va être, c'est assez difficile à dire, mais dans l'idée où on va recréer une vie dans le sol, où il va y avoir donc des champignons qui vont se remettre à vivre parce qu'ils auront des supports de racines d'arbres présents pour se multiplier et vivre. Ces mycorhizes-là vont créer un réseau gigantesque dans le sol, dans lequel les racines des arbres et les racines de la vigne vont se connecter dessus.
Les champignons, eux, ils vont fournir beaucoup de micro-éléments et beaucoup de minéraux à la vigne en échange d'un peu de sucre. La vigne va leur donner un peu de sucre pour que les champignons vivent, et en échange, ils donnent beaucoup d'éléments minéraux. Et tous ces éléments minéraux, ils vont se retrouver dans les raisins. Donc, on espère avoir beaucoup plus d'éléments et beaucoup plus de diversité d'éléments dans les baies, ce qui va nous donner normalement une complexité plus importante dans le produit fini. Et donc, on espère que l'on retrouvera ça dans le produit fini. Oui, aujourd'hui, vous n'avez pas encore assez de recul pour l'affirmer, mais il y a plusieurs éléments qui vous laissent penser que la qualité du vin sera sûrement supérieure. C'est une parcelle qui est encore jeune et la première année de production sera cette année. Et nous avons bien hâte de découvrir cette production. Alors maintenant, je vais passer à la question du pourquoi. Pourquoi avoir choisi de vous lancer dans cette aventure? Ce qui est intéressant, c'est de se dire que l'on produit et qu'on utilise nos sols et que nos sols seront toujours viables et cultivables pour les futures générations. Et ça, pour moi, c'est très important de se dire que les pratiques que je fais aujourd'hui et que je mets en place aujourd'hui sont durables et permettront à nos enfants et aux futures générations de continuer à utiliser ce sol. Aussi, cette manière de produire, cette manière de voir les choses, ça nous apprend à réobserver toute la vie qui entoure la parcelle. Moi, depuis qu'on a cette parcelle-là, on revoit beaucoup d'insectes qui sont présents et, et je repasse du temps à observer ces insectes, à essayer de comprendre pourquoi ils sont là, comment ils interagissent avec les autres, et c'est assez passionnant. Et puis c'est intéressant parce que toutes ces observations-là nous montrent que finalement la culture du vin peut s'allier avec l'environnement. Alors plus tôt, vous nous aviez évoqué l'importance du bois dans votre culture. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Quand les haies seront bien poussées, donc il y a bien sûr il y a deux types de haies qu'on a mis dans la parcelle, une haie arbustive et une haie fruitière. La haie arbustive, elle va pousser, elle va produire beaucoup de bois. Et le bois, quand on va produire, on va devoir le tailler. Et du coup, on va avoir des morceaux de bois. Et ces morceaux de bois, on va les réutiliser. On va les broyer. On va faire ce qu'on appelle du BRF. Le BRF, c'est des petits morceaux de bois. Ça, c'est du bois raméal fragmenté. Donc, faut imaginer, c'est des petits morceaux de bois. Et ces petits morceaux de bois, on va les utiliser pour pailler la vigne. Ce que je vous avais expliqué, c'est qu'on ne veut pas d'herbe qui pousse autour du pied de la vigne pour pas créer de concurrence et pas créer d'humidité au sein du pied. Donc, dans les solutions qu'il y avait les herbicides qu'on avait vus. Ça, on ne veut pas les avoir. Il y a le travail du sol. Le travail du sol, c'est beaucoup de passages, c'est l'utilisation de tracteurs et c'est très chronophage. Et une des solutions, c'est de se dire on va pailler. Et on va pailler, on peut pailler avec de la paille, mais on peut pailler aussi avec ce qu'on appelle du BRF. Et ce BRF, comme par magie, on le produit sur place. Donc l'idée, c'est de se dire que tout ce qu'on produit sur place, on le réutilise. Oui, on peut dire que c'est donc un peu un système d'économie circulaire. Alors justement, pour mettre en place ce système d'agroforesterie au château Mirefleurs, ça vous a pris à peu près combien de temps? Alors, ça, c'était en gros, on a travaillé pendant une année, on a réfléchi à notre projet, on a monté des dossiers, on a travaillé avec un stagiaire pour avoir un peu de bibliographie, pour se renseigner sur si des viticulteurs des viticulteurs, pardon, avaient déjà lancé ce genre de défi. Ah oui, donc au départ, c'était de la simple curiosité et vous avez donc fait des recherches sur le sujet. Exactement. Au début, c'était une idée qui te trottait dans la tête, et puis on a commencé à se renseigner et on a vu que c'était intéressant, qu'il y avait des choses qui étaient déjà mises en place, des gens avaient déjà essayé, et donc on a voulu prendre un peu ce qui nous semblait pertinent sur toute la littérature qu'on a pu lire, et c'est en 2021 que l'on a pu planter les vignes et planter les 390 mètres de haies qui sont présents dans cette parcelle d'agroforesterie. Et nous tenons à vous féliciter pour cet accomplissement. C'est grâce à cela que nous sommes là aujourd'hui pour en parler. C'est en effet un parcours bien inspirant que nous avons là. Alors justement, pour continuer dans cette belle lancée, quels seraient donc vos objectifs à l'avenir ?
Alors aujourd'hui, c'est sûr qu'on est à la première étape de ce projet. Et c'est l'idée pour nous, ce qui est important, c'est de voir que on recrée un écosystème qui soit fonctionnel. Donc ce qu'on veut, c'est qu'on va vouloir revoir un peu plus d'insectes dans cette parcelle-là qu'on voit dans les autres parcelles classiquement sur le château. On va vouloir revoir des chauves-souris qui vont venir parce que aujourd'hui les chauves-souris pour voler, elles ont besoin et pour que leur radar fonctionne, elles ont besoin d'obstacles. Elles envoient des ondes de radar, un obstacle leur renvoie le radar et donc elles savent qu'elles peuvent voler et c'est comme ça qu'elles se repèrent dans l'espace. Elles ont besoin d'un obstacle tous les 100 mètres. Et donc ces arbres-là qu'on a plantés et qui vont monter en hauteur à 3-4 mètres de haut, ils vont servir d'obstacle pour les chauves-souris. Pourquoi on veut des chauves-souris en viticulture? C'est parce que les chauves-souris, elles mangent leur poids en insectes par jour. Et on a des insectes qui sont ravageurs de la vigne et qui viennent pondre dans les fruits et qui nous font perdre de la récolte. Et aujourd'hui, la solution qu'on avait, c'était de mettre des insecticides. Le problème, c'est que les insecticides, ça tue les insectes que l'on veut pas voir, mais ça en tue beaucoup d'autres. Et donc, nous, notre approche, c'est de se dire, on va recréer un écosystème, on va recréer une faune complexe qui fera que le ravageur ne sera plus en majorité et il ne pourra plus s'implanter dans la parcelle. Parce qu'on va recréer en fait toute une vie autour de la parcelle qui fait qu'il y aura des équilibres partout et qu'il ne va plus y avoir de déséquilibre. Donc pour nous, la deuxième étape à moyen terme, c'est de recréer un équilibre total sur la vie. C'est recréer un équilibre du coup sur les insectes, mais un équilibre aussi dans le sol, avec du coup tous ces champignons, toute cette vie du sol qui soit réactivée. Donc ça, pour nous, c'est vraiment les objectifs. Et donc à moyen et à long terme, c'est de se dire d'arriver à produire en minimisant nos intrants et en minimisant nos actions sur la parcelle. Alors justement, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez pu en voir déjà des résultats? C'est dur parce que c'est une parcelle qui entre dans sa 3e année et c'est une expérimentation qui est sur le pas long. Mais ce qu'on peut voir, c'est que depuis qu'on a remis des arbres, et notamment les arbres fruitiers qui nous font pas mal de fleurs au printemps, on voit déjà beaucoup plus d'insectes dans la parcelle qu'on en voit dans une autre parcelle. Et donc ça, c'est juste de l'observation et de se dire, on revoit des insectes qu'on avait perdus dans les parcelles de vigne. Et on revoit des insectes qui, d'habitude, n'étaient pas présents. Donc ça, pour nous, c'est déjà une petite victoire, mais il nous reste encore un long chemin à parcourir. Et c'est d'ailleurs bien évidemment que le début d'une nouvelle aventure. Pour conclure ce podcast, l'agroforesterie, en intégrant intelligemment les arbres et les éléments forestiers au sein des vignobles, ouvre la voie à une viticulture plus respectueuse de l'environnement. Elle favorise, comme on l'a vu, la biodiversité, régule les climats, préserve les sols et tout ça sans changer la qualité des vins produits, voire les améliorer. L'expérience de Mirefleur nous montre que l'alliance entre la nature et la culture est tout simplement possible et nous soutenons vivement ces pratiques qui assurent un avenir durable à la viticulture. C'est vraiment très inspirant votre parcours, Robin, et celui de Mirefleur. Nous vous remercions de tout cœur d'avoir pu partager votre expérience, ces anecdotes au château de Mirefleur avec nous sur ce podcast. Voilà, c'était un plaisir de discuter avec vous et de mettre en avant ce sujet. C'était un grand plaisir aussi pour moi de vous exposer. Il faut se dire qu'il y avait de la vigne bien avant nous et qu'elle arrivait à pousser, elle arrivait à faire des raisins. Et du coup, il faut réapprendre à la remettre dans ses conditions naturelles où elle arrive en équilibre au milieu d'un écosystème pour produire des raisins sans nous. C'est ça. Nous avons eu le privilège de vous entendre, monsieur Romain Jeudi. Nous vous remercions pour ce bel échange. Merci à vous. Nous sommes heureux de terminer ce 2e podcast. On espère que ce Viti Audio vous aura plu et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour le Viti Audio numéro 3. À bientôt la Viti Family. C'était My Viti Box.